Eh ben, Emmanuel, merci beaucoup. Alors, on est peu dans la salle, mais il y a pas mal de gens à distance aussi qui écoutent. Donc, Emmanuel est un de nos radiologues référents chez les hommes. Voilà, il voit quasiment tous nos hommes chez One Clinic. Et il a été vraiment adorable et nous raconter un petit peu le lien entre varicocèle et fertilité. Merci beaucoup, Emmanuel. Et si tu veux prendre ma place ou tu veux que... Bah, peut-être tu... Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Vous m'entendez? Ouais. Oui, Bonjour à tous. Ok, super. Voilà, donc merci à tous. On va refaire un petit point sur la varicocèle et la fertilité. Alors, c'est vrai que je vois beaucoup de patients de One Clinic, donc c'est merci de votre confiance et ça permet d'augmenter la connaissance sur ce sujet. C'est vrai que en pratique, la varicocèle, il y a pas mal d'études. On va refaire un peu le point sur l'état des connaissances là-dessus, mais l'expérience, on voit que tous les jours, on apprend de nouvelles choses avec ces patients. Les varices, c'est vraiment pas facile. C'est un peu comme les varices pelviennes aussi, et c'est assez complexe le réseau veineux. Et donc, on va en faire le point. Donc, les varicocèles, c'est des varices, hein, c'est une dilatation qui est anormale du plexus pampiniforme. C'est des varices, mais c'est surtout un reflux. C'est le sang qui va dans le mauvais sens. Et donc, la clinique, on la connaît, hein, c'est des gènes, des douleurs. C'est pas tout le temps le cas, ça peut être asymptomatique. C'est parfois associé aux varices des membres inférieurs. La clinique, il faut aller un peu loin pour chercher parfois des petites gènes, des petites sensibilités. Et puis, le patient, il se rappelle, il dit, ah oui, c'est vrai que de temps en temps, j'ai des petits épisodes quand il fait chaud l'été, quand c'est des veines, ça se dilate à la chaleur. Et donc, déjà, à l'interrogatoire, on peut d'emblée diagnostiquer une varicocèle, même avant de commencer l'échographie. Et moi, je fais souvent l'analogie avec les varices des membres inférieurs pour qu'ils comprennent, quoi, que c'est pas grave, c'est bénin, et que c'est très fréquent, et que les varices chez l'homme, c'est plutôt autour du testicule. Euh, on sait que ça donne des douleurs, mais ça donne aussi parfois des soucis de fertilité. C'est une des causes les plus fréquentes et potentiellement traitables chez l'homme. Il y a différentes hypothèses qui peuvent causer une hypofertilité chez l'homme. Déjà, l'augmentation de la chaleur locale. Euh, il peut y avoir des reflux de métabolites surrénaliens. Ça va pas très bien aussi. Voilà, il y a ton téléphone euh, des métabolites qui refluent au niveau du testicule. Ça fait pas bon ménage aussi avec le tabac. C'est un peu l'effet cendrier, c'est-à-dire que tous les toxiques s'accumulent autour du testicule. Ça augmente aussi les radicaux libres. Bon, il y a plein d'explications. Et puis, on va voir même qu'en échographie, on arrive à détecter des phénomènes ischémiques chroniques. Et donc, l'ischémie chronique, on voit que ça joue sur la qualité et la fabrication des spermatozoïdes. Varicocèle et fertilité, les points un petit peu clés, c'est quand même 30 à 40% des patients qui viennent dans un contexte d'hypofertilité. Donc, c'est vraiment une des causes qu'on retrouve quasi une fois sur deux sur une échographie. Et en cas d'infertilité secondaire, ça peut monter dans certaines études jusqu'à 70%. Sauf qu'il faut composer et relativiser avec le fait que les varicocèles, c'est quand même 15 à 20% en population générale. Donc c'est un homme sur 5, un homme sur 6. C'est des données que moi je donne systématiquement aux patients pour un petit peu remettre dans le contexte. Et la difficulté, ça va être de sélectionner les varicocèles cliniquement significatives, celles qui vont avoir un impact sur la fertilité, éventuellement sur la prise en charge AMP aussi. Donc il faut bien les sélectionner, ces patients. C'est une des rares causes d'infertilité traitable, donc c'est important de les repérer. Et puis, ça peut donc modifier parfois le parcours AMP. Et donc, ce serait intéressant d'avoir votre retour aussi. Il y a aussi un retard lié à l'organisation. Il faut trouver les médecins potentiellement qui peuvent traiter ces varices, radiologues ou chirurgiens. Il y a un impact aussi attendu, un délai lié à la spermatogénèse qui peut aller de 3 à 6 mois. Tout ça, ça va jouer sur l'ensemble du dossier de fertilité et à prendre en compte. Moi, à la fin de l'échographie, ils attendent quand même un mot. Et donc, je leur explique que c'est un levier. C'est comme le tabac, c'est comme les mesures hygiéno-diététiques. Et selon le stade aussi hein, de la varicocèle, on va voir. Mais c'est un levier chez l'homme pour peut-être améliorer la spermatogénèse qu'on va activer ou non selon le dossier au global.
Alors, l'ordonnance idéale que nous, on aime bien en tant que radiologue, c'est l'échographie, pour être complet, une échographie inguinoscrotale avec le Doppler des veines, plus ou moins les voies génitales profondes. Il y a différentes ordonnances, mais c'est vrai que les voies génitales profondes, on ne va pas en parler aujourd'hui, ça peut faire l'objet d'un sujet, mais on va le faire au cas par cas. Et une des informations importantes, moi je demande à ce que les patients viennent avec un spermogramme, des spermogrammes. On va voir le volume de l'ajacula, c'est vraiment important. Alors vous nous dites qu'il y a une OATS ou une nasospermie, c'est vrai que c'est des informations qui ressortent, mais le volume de l'ajacula, ça va nous euh, poser éventuellement l'indication de la voie génitale profonde pour chercher des malformations, des vésicules séminales, des réservoirs du liquide spermatique. Donc, c'est un élément qu'on aime bien avoir. Et puis après, voilà, ce qu'on recherche, c'est l'obstacle, les varices, le volume testiculaire. Grosso modo, on ne va pas rentrer dans les détails vraiment, mais pour vous expliquer, nous, ce qu'on fait finalement sur une échographie, il y a deux critères qu'on cherche. Les varices, c'est des veines qui sont larges. Large, ça veut dire plus de 2 millimètres. Est-ce qu'elles sont nombreuses aussi? C'est la morphologie. Est-ce qu'on les voit que en décubitus ou en orthostatisme? Est-ce qu'elles sont présentes? Dès qu'elles sont présentes, théoriquement, on est dans le cadre d'une varicocèle quand même cliniquement visible, palpable. Et les critères hémodynamiques, c'est le reflux. Est-ce que le sang va dans le mauvais sens? On sait qu'il y a des varices comme dans les membres inférieurs qui peuvent être actives ou inactives. L'activité, quand je parle de varicocèle active, c'est que le reflux, on a un reflux qui est identifié, qui peut être spontané, ça peut être le robinet. Le patient, on le met debout et on va voir que le sang reflue. Et on va localiser aussi. Donc, tous ces critères, c'est morphologique, hémodynamique. Et on va localiser ces varices au pôle supérieur, au pôle moyen ou au pôle inférieur. Plus on descend vers le scrotum, plus on a des varicocèles qui sont significatifs. Donc ça, c'est les critères diagnostiques. Donc voilà un des exemples où on voit bien que les varices augmentent de calibre quand on passe le patient en orthostatisme, donc le versant morphologique, de 2,9 à 3,2 mm. Et puis, on va analyser en faisant pousser le patient. En décubitus, on voit qu'il n'y a pas de flux, hein. Le patient respire normalement, on n'a pas de flux. On le fait pousser et le reflux apparaît. On a le reflux poussé de Valsalva, l'augmentation de la pression intra-abdominale. Et à l'arrêt des manœuvres, le reflux diminue, voire cesse. Alors, le meilleur critère pour nous, c'est l'inversion du flux. Bon, ça, on rentre dans des critères de Doppler, mais si on arrive à voir le bleu qui passe au rouge et le rouge qui passe au bleu, c'est le critère pour dire qu'il y a un reflux. Il va dans le mauvais sens. Parce qu'une varice, c'est du sang qui n'est pas bouché, donc ça peut aussi aller dans le bon sens. Il faut savoir repérer le bon du mauvais sens. Et donc, l'inversion du flux aux manœuvres, ça permet de poser avec certitude le diagnostic. Donc, voilà, le petit signe du Paris Saint-Germain pour les amateurs. Ok, donc en orthostatisme, on met le patient debout et là, on peut voir aussi le reflux qui devient de plus en plus important. Là, on a un reflux qui est carrément spontané. Le patient n'a même pas besoin de pousser pour faire démasquer le reflux. Et à ce moment-là, on va voir la classification, mais tout de suite, on rehausse notre grade. On passe sur des varicocèles qui sont de haut grade. Donc, tous ces éléments-là sont importants. Le décubitus, l'orthostatisme, est-ce que c'est un reflux spontané ou seulement en Valsalva? Ici, c'est un patient qui a finalement une varicocèle active de grade 4. Donc, l'analyse, elle se fait au cours de l'examen. Et nous, ce qu'on veut rechercher, finalement, c'est les varices de haut grade. Donc, les grades 4 et 5, c'est les reflux spontanés. Et les grades 3, c'est toujours la zone intermédiaire. C'est comme la CR3. On est entre les deux. On va regarder le reste du dossier. Mais les grades 1 et les grades 2, c'est des reflux sur des veines qui sont plutôt plates, des veines pas dilatées. Et on va voir que ces grades-là n'ont pas un impact forcément significatif sur la fertilité ou sur une prise en charge AMP. Alors, en traité, les recommandations maintenant sont assez claires. En cas d'infertilité du couple, il faut qu'il y ait plusieurs critères qui soient retenus. Est-ce que la varicocèle est clinique? Donc là, on ne parle pas d'échographie. Est-ce que l'examen clinique détecte une varicocèle, quel que soit le grade? On a aussi des classifications cliniques qui vont, elles, de 0 à 3. Mais quel que soit le grade, on considère que c'est une varicocèle palpable et donc éligible à un traitement. Il faut qu'il y ait des anomalies aussi du spermogramme qui soient avérées, donc avec des spermogrammes conclusifs où les anomalies se retrouvent à 3 mois. Donc, on a des spermogrammes qui se superposent, que ce soit la numération, la mobilité, la vitalité, la morphologie. Et la fertilité doit être en théorie normale de la partenaire, ou est-ce qu'il y a une cause traitable?
mais dans les recommandations, finalement, on voit que c'est quand même proposé, même en cas de problématiques féminines, parce que les études montrent que la prise en charge est meilleure, que les taux de réussite sont meilleurs après traitement dans ce contexte-là. Donc, 3 conditions à réunir. Ensuite, en cas d'azéospermie non obstructive, donc l'azéospermie, l'absence de spermatozoïdes, on va essayer de préparer une éventuelle biopsie testiculaire en fonction du karyotype. Donc ça, on rentre dans un bilan avec les chirurgiens urologues spécialistes de l'andrologie. Ils veulent préparer le terrain pour que l'environnement des testicules soit le plus propice à récupérer des spermatozoïdes et ne pas proposer des biopsies qui ne servent à rien, puisque la chaleur locale, les remaniements inflammatoires ischémiques vont altérer les chances de récupérer des spermatozoïdes viables. Alors, il y a aussi maintenant la notion d'augmentation de la fragmentation de l'ADN qui est inexpliquée après correction de tous les facteurs, tabac, alcool, hygiène, hygiène de vie, on a remis de l'ordre là-dedans. La varicocèle, on sait que c'est un facteur d'altération de l'ADN, parfois avec des spermogrammes qui peuvent être quasi normaux. Donc, c'est une indication aussi à traiter quand on n'a pas trop d'autres causes de problèmes de fertilité. Et puis après, en l'absence de projet de paternité chez les hommes jeunes, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, dans ce domaine-là, mais ça peut aussi se discuter. Alors, là, on parle finalement d'anomalies cliniques. Donc, on se demande finalement qu'est-ce que le radiologue a à faire là-dedans? Est-ce qu'il y a un rôle de détecter finalement des varicocèles, vu que les indications, elles sont cliniques, dès qu'on a une varicocèle clinique? Alors oui, sinon je ne serais pas là. Il y a des choses quand même qu'on va rechercher déjà, même en dehors de la varicocèle. Les recommandations aujourd'hui aussi sont claires. Il faut faire une échographie scrotale des testicules en cas d'hypofertilité, d'anomalie du spermogramme. Pourquoi? On va analyser 2 choses, la pulpe testiculaire et les canaux, donc l'autoroute, comme chez les femmes, on va regarder une pathologie tubaire. Chez l'homme, c'est l'épididyme, les déférents jusqu'au canaux éjaculateur. Et donc, déjà, juste pour ça, c'est une indication. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres causes, peut-être un peu moins fréquentes, mais les tumeurs testiculaires, on va voir que les tumeurs peuvent se présenter exactement d'un point de vue clinique et spermogramme de la même façon que les varicocèles. Donc, ça peut être un piège et tous les mois, on a des dossiers où on se focus sur une éventuelle varicocèle qui est parfois de bas grade, et finalement, ça s'avère être des tumeurs actives qui sont à l'origine de spermogrammes altérés. Donc, je fais un petit focus là-dessus, mais les tumeurs testiculaires, c'est pas facile à analyser. On va voir comment, très rapidement. Après, il y a des patterns génétiques, les obstacles, etc. Donc, il y a plein de choses à voir. Toutes ces images-là, c'est des anomalies focales des testicules avec des calcifications, un peu comme dans le cancer du sein. Il y a certains dossiers ici qui sont bénins, d'autres malins. Et pourtant, beaucoup se ressemblent. Ici, celle du bas, où on voit un gros nodule. Finalement, ce nodule, lui, il est bénin. Et celle du haut, là, en haut à gauche, où on a un testicule qui n'est pas très homogène, où il n'y a pas forcément de nodule qui ressort, et ben lui, c'est un cancer métastatique qui est actif. Ce que je veux dire par là, c'est que les tumeurs de testicules sont assez difficiles à diagnostiquer, qu'on jongle à la fois avec l'IRM, les marqueurs, le scan thoraco-abdominopelvien, la clinique. C'est la première chose à éliminer. La première chose à éliminer. Et puis, on a des associations. On a vu que les varicocèles, c'est très fréquent. Et donc, de temps en temps, là, on a 2 dossiers, un en haut, un en bas. Un dossier avec des varices, on voit le reflux très intense de chaque côté. Et à côté, on a des nodules, des calcifications, ici indéterminées. Le deuxième aussi, encore avec un nodule hypoéchogène très vascularisé. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, parfois, on stoppe la prise en charge AMP, on va essayer d'innocenter ou pas les nodules, en sachant qu'on n'a pas accès à la biopsie testiculaire comme dans le sein. Donc, c'est vraiment l'imagerie qui va permettre de placer le curseur bénin, malin, et après, on reprend, si besoin, la prise en charge AMP. Donc là, c'était un cas un peu douteux, on a fait l'IRM, ce dossier, il est toujours en attente parce qu'on va le surveiller, on ne sait pas ce que c'est. Et celui-ci, c'est un laydygome bénin, donc on l'a traité par le mépris, on a traité sa varicocèle, il s'est amélioré sur le plan de sa fertilité. Voilà, donc il faut parfois gérer les situations en sachant que le cancer du testicule, il y a un surrisque chez l'homme dans la population infertile. C'est quand même 3,3 fois plus par rapport à la population générale. C'est environ un cancer sur 700 échographies.
c'est pas énorme, mais il faut savoir les repérer au bon moment. Et donc, on a des nodules qui sont non palpables, qui sont détectés dans 3% des échos d'infertilité. Et chez les patients azoospermiques, ça monte à près de 10%. Un patient azoospermique sur 10 aura un nodule qu'il faudra caractériser, qui ne sera pas forcément malin. Mais il faut savoir dire aux patients qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait une IRM, est-ce qu'on le banalise, il y a plein de choses à gérer là-dessus. Et donc, voilà, ça aussi, ça peut faire l'objet d'une présentation. Et donc, on va jongler avec tous les autres éléments. La petite diapo, juste pour vous montrer que varicocèle, tumeur, c'est les deux motifs, l'un le plus fréquent, l'un le plus grave, et les trois ont les mêmes présentations. Infertilité, douleur aiguë ou gêne, douleur chronique. C'est pareil, mais avec des conséquences un petit peu différentes. Vous me dites le temps non, parce que je peux accélérer, hein. Ok. Donc voilà, là, un autre patient aussi, l'azoospermie. Azoospermie et varicocèle, ça existe, mais c'est rarement exclusivement lié au varicocèle. Donc, on cherche toujours une autre cause. Le patient, ici, vous voyez le reflux autour du testicule gauche, un reflux spontané en orthostatisme. Bon, il a une varicocèle effectivement active. Est-ce que ça explique son azoospermie? On se rend compte que du côté droit, l'épididyme est dilaté et qu'il manque une vésicule séminale et un canal déférent. Donc, c'est un patient qui a une agénésie du canal déférent du côté droit et une varicocèle gauche active. Il a été traité de sa varicocèle et on a pu retrouver des spermatozoïdes liés à son côté gauche. Le côté droit est inactif, lié à cette obstruction. Il manque là la vésicule séminale par rapport à l'autre côté. Donc, multifactoriel, voilà. L'imagerie, pourquoi est-ce que du coup, on a parlé du reste, mais est-ce que c'est nécessaire finalement pour l'étude de la varicocèle, en sachant que finalement, c'est les varicocèles cliniques qui sont impactantes pour la fertilité? Oui. Oui, pourquoi? Parce que la varicocèle clinique, on va confirmer. Déjà, on va confirmer le grade. On va voir si on est concordant entre le médecin urologue et l'échographie. Est-ce que son grade élevé correspond à un grade élevé échographique? Donc, c'est un rôle de confirmation. C'est un rôle de confirmation. Ça peut impliquer qu'il peut y avoir aussi des discordances euh, entre l'examen clinique et l'échographie. Et c'est vrai que de temps en temps, on a des faux positifs, euh, des varicocèles. Voilà, ça, c'est un patient qui a vu un médecin un urologue spécialisé, qui a eu un examen clinique spécialisé. La demande, c'était bilan d'une varicocèle clinique de grade 2, donc un grade quand même significatif. Il se trouve que ce qui a été palpé, c'est un épididyme dilaté. Il y a un antécédent d'épididymite, il n'avait pas de varicocèle. Quand c'est comme ça, je cherche bien, hein, parce que pour contredire un urologue, il faut y aller, et effectivement, on le met debout, le patient, il n'y a pas une seule varice, il n'y a pas de reflux, il n'y a pas de varicocèle. Donc, il y a des faux positifs, donc ça a un rôle. Et puis, on va avoir des éléments additionnels de sévérité qu'on utilise de plus souvent, de plus en plus, notamment à Béclair, il y a des études maintenant qui sortent sur des éléments fonctionnels, sur la trophicité du testicule, sur l'ischémie testiculaire, et je vais vous montrer quelques cas. Donc, les signes de sévérité, déjà, c'est le volume. Est-ce qu'on a une hypotrophie, voire une atrophie du testicule homolatéral à la varicocèle par rapport au côté droit? Alors, le côté droit, il est faiblement trophique, mais il y a une différence de plus de 4 millilitres. Donc ça a un impact. On voit qu'il y a un impact de ces varices. Il y a une souffrance à minima, et ça se fait dans le temps. Ça se fait dans le temps, sur plusieurs années. Et donc, la question qui se pose, c'est chez les patients chez lesquels on détecte des varicocèles assez jeunes et qu'on voit le testicule faiblement diminuer, est-ce qu'il ne faut pas les traiter avant que ça devienne un testicule totalement atrophique? Donc, le premier élément, c'est le volume. Ensuite, il y a l'hétérogénéité de la pulpe. On voit ici, peut-être vous voyez à droite, la pulpe elle est quand même très homogène. À gauche, c'est un peu plus hétérogène, il est un peu hypoécogène. C'est de la pulpe qui est moins fonctionnelle. C'est des signes de sévérité, de gravité en dehors même de la classification Sartecchi. Ça ne rentre pas dans la classification. La trophicité, oui, mais pas la pulpe. Donc là aussi, on voit un testicule, la varicocèle historique, avec une quasi-atrophie de 5 millilitres. L'autre point qui est assez intéressant, c'est de mettre en relief l'ischémie testiculaire. Vous voyez deux patients différents. Et donc, ce patient, on le fait pousser. Et en le faisant pousser, on voit que la vascularisation du testicule du côté gauche diminue, voire s'efface. Il y a une ischémie locale. Donc, c'est transitoire, hein. Il ne va pas finir en infarctus, parce on va le faire respirer à un moment, le patient. Mais on a une dévascularisation qui peut donc témoigner de cette ischémie. Ça explique
presque la physiopathologie de la varicocèle. Et donc, ces deux patients qui ont des testicules qui restent quand même de volume normaux avec une pulpe quand même homogène, bah, c'est un petit élément sur une varicocèle de grade 3. On va dire, attention quand même, il y a une dévascularisation qui peut suggérer une souffrance. Alors, le stade d'après, c'est quand le testicule, alors le testicule, c'est vivant, hein, donc quand il souffre, il le montre et on a un aspect, il peut réagir en donnant une hyperplasie lédigienne, une hyperréactivité de la lignée stromale lédigienne, en donnant des petits nodules, un aspect très très vascularisé de la pulpe. Et c'est paradoxal parce qu'il a un testicule qui est plus petit et pourtant plus vascularisé. On aurait tendance à se dire, ah, c'est bien, il est super, il est vascularisé. En fait, c'est de la vascularisation anarchique par rétrocontrôle de l'axe gonadotrope. Et donc, il donne des nodules. Et ça, c'est un signe vraiment de sévérité quand il y a une varicocèle du même côté. Alors, et là, on rentre dans le domaine aussi où on va essayer d'éliminer les tumeurs. Dès qu'il y a des nodules, de toute façon, dans le testicule, il faut éliminer la tumeur. Alors, l'impact attendu du traitement. Donc, maintenant, voilà, la littérature actuelle montre l'amélioration des paramètres spermatiques dans 60 à 70% des cas de varicocèle clinique, avec un effet maximal à 3 à 6 mois post-embolisation. Et l'amplitude du gain est corrélée au grade de la varicocèle clinique. Et les résultats sont comparables entre l'embolisation et la microchirurgie. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais en gros, c'est ces deux techniques qui ont montré leur efficacité de manière identique avec des différences. Il y a des choix entre les patients. Bien sûr, il faut que ce soit fait par des médecins, radiologues aussi interventionnels compétents là-dedans pour éviter les récidives, etc. Mais voilà, après, c'est un débat. Tant que la varicocèle est traitée et que le patient est satisfait, on est bon. Et donc, l'impact attendu du traitement, pour quelques chiffres, il y a une augmentation en concentration qui passe de 5 à 16 millions quand même selon le grade. La mobilité progressive aussi va augmenter. Tout ça, c'est de la littérature avec des méta-analyses récentes. La morphologie qui va s'améliorer, c'est pas le meilleur critère, la morphologie, mais on voit aussi que on passe à 19% de forme normale à 3 mois. Et la fragmentation de l'ADN, les études sont peu nombreuses, mais il y a quand même une tendance à la diminution post-intervention. Sur les grossesses spontanées, plusieurs études randomisées qui montrent entre plus et 30 et 60% de grossesses spontanées versus le groupe contrôle. Donc ça, c'est chiffré. En AMP, pareil, là, c'est plusieurs revues de la littérature qui montrent que déjà, les paramètres pris en compte, effectivement, on ne va pas raisonner de la même manière chez un couple. Là, j'ai eu un patient du docteur Azinco. Il a une varicocèle de grade 4, mais il n'a pas de déperfusion, ses testicules sont de bon volume, mais la patiente a 42 ans, elle a une réserve ovarienne un peu basse. Il y a une urgence, entre guillemets, liée au temps. C'est pas la même façon, et puis ça, vous nous direz aussi comment vous verrez ça, mais c'est pas pareil. Et puis il y a aussi le délai lié à l'organisation de l'intervention, l'amélioration. On a vu que la spermatogénèse va reprendre entre 3 à 6 mois, et donc tous ces éléments de temps sont pris en compte. La littérature récente montre quand même qu'il y a une augmentation du nombre de naissances vivantes, quelle que soit la méthode AMP, et que oui, et donc ça peut aussi parfois modifier le choix de la technique selon l'amélioration. Les patients qui étaient éligibles à une FIV passent avec l'augmentation de la mobilité peuvent passer à une indication d'insémination et aussi, pourquoi pas, des grossesses spontanées. Ça dépend de l'amélioration selon le grade clinique et en échographie. Et on a vu aussi que donc, quelques études montrent qu'une cure de varicocèle suite à un échec de FIVIXI montre l'amélioration du taux de naissance vivante. Voilà, donc ça, c'est la littérature récente. Alors, quid de la varicocèle infraclinique? Là, je mets un peu les pieds dans le plat parce que c'est toujours la question. À chaque fois, ça amène beaucoup de questions. Aujourd'hui, c'est pas recommandé. Les études, les recommandations du SENGOF et en 2023 de l'AFU ne recommandent pas le traitement parce que les études ne sont pas encore assez probantes. Mais il y a quand même certaines études qui montrent l'amélioration des paramètres spermatiques. La méthodologie n'est pas terrible. C'est des faibles cohortes, c'est pas prospectif. Et les classifications, il y en a beaucoup, beaucoup. Ils n'utilisent pas tous Sartecchi. La classification de Sartecchi a l'avantage d'avoir un panel assez large de 1 à 5 et donc de permettre de repérer plusieurs types de varicocèles. Donc, pour l'instant, ces études-là, il n'y a pas de recommandation de traiter ces varicocèles.
Mais la question qu'on peut se poser, c'est, alors, est-ce que tous les patients, euh, tous les hommes ont un examen clinique déjà de varicocèle? Ça, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils voient tous un urologue avant? Je sais pas sûr. Est-ce qu'il y a une variabilité aussi inter-observateur entre les examens cliniques? Donc, il peut y avoir des variations. Et puis, il y a des faux négatifs. Et ça, c'est dans la littérature, c'est clair, hein. Il y a des patients où c'est plus difficile d'affirmer une varicocèle, les patients obèses, ceux qui ont un scrotum épais. Et puis, on a en échographie, ça c'est la vie de tous les jours, on voit des varicocèles qui sont quand même de haut grade en échographie, mais qui ont des varices un peu plus subtiles, profondes, périépididymaires, sous les albuginés, qui sont difficiles à palper, donc qui sont en théorie des grades infracliniques, mais en échographie, on a un reflux très important, des critères parfois de sévérité, la trophicité, etc. Moi, je trouve que c'est. Et puis, en pratique, finalement, ces varicocèles, ils se traitent. On les traite, mais c'est pas recommandé peut-être encore. Je trouve ça difficile de dire non, on ne traite pas ces varices parce que c'est pas recommandé, mais c'est une discussion et je pense justement. Et alors, je reviendrai là-dessus, mais ce qui est important aussi, c'est de traquer la varicocèle droite. La varicocèle droite, elle est plus subtile, elle est de grade clinique inférieur, et les études ont montré que quand on a une varicocèle bilatérale donc, clinique à gauche, c'est souvent à gauche, hein, dans 80% des cas, et qu'on a une petite varicocèle du côté droit, les études ont montré que les résultats sont meilleurs si on traite les deux côtés que si par rapport au groupe contrôle où on traite que la varicocèle gauche. Donc, des varicocèles infracliniques à droite dans le cadre de varicocèle bilatérale. Là, il y a un intérêt quand même de l'échographie, et souvent d'ailleurs dans les indications, on demande de checker le côté droit qui est un peu plus difficile. Donc voilà, donc l'étude en question, donc la varicocèle bilatérale supérieure à la varicocèle unilatérale concernant la mobilité progressive, les taux de grossesse spontanée. À droite, ouais, c'est des grades infracliniques, quel que soit le grade. Donc on n'a pas de, on n'est plus exactement dans la même notion de varicocèle clinique à gauche. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, moi je trouve que donc il y a deux varicocèles infracliniques à différencier. Les varicocèles infracliniques qui sont vraiment des bas grades. Les bas grades, donc c'est les grades 0 cliniques, celles qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas palpables, qui sont décelables uniquement par les ultrasons. Et celles où en échographie, effectivement, on a des varicocèles sur des veines plates, peu nombreuses. C'est les grades 1-2 de notre classification de Sartecchi. Celles-là, on n'a pas trop tendance à les traiter, mais on distingue les varicocèles actives échographiques, mais qui ne sont pas palpables, celles dont je vous parlais, où on a des varices profondes sous-albuginéales. Ça, c'est un travail qu'on est en cours. Donc, ça peut être intéressant de voir l'impact du traitement des varicocèles échographiques de haut grade, mais qui ne sont pas palpables cliniquement. Donc, celles qui sont un peu plus difficiles, donc les grade 4, grade 5 en échographie, avec une hypotrophie, une pulpe altérée. Et de différencier, donc, à terme, ce serait sympa de pouvoir différencier les varicocèles infracliniques concordantes de bas grade et les discordantes de haut grade en échographie. Ça, c'est un travail qui n'a pas été encore fait avec avec la classification de Sartecchi et qui pourrait confirmer le fait que ces varicocèles échographiques de haut grade ont un impact sur la fertilité à suivre. Alors, quelques pièges, et puis je m'arrêterai là. En échographie, c'est parfois pas évident. Donc, de temps en temps, on a des grosses varices et on n'a pas de reflux. Mais l'apprentissage du Valsalva chez les patients, il n'est pas évident. Parfois, c'est des patients qui ne comprennent pas qu'il faut pousser lentement, les pousser par à-coups aigus, ça ne donne pas forcément de reflux. C'est un travail avec le patient, c'est presque l'apprentissage des poussées de Valsalva, c'est presque le moment qui me prend le plus de temps pendant l'échographie. Et puis parfois, on a même des spasmes aussi pendant mes patients debout. Il n'y a pas forcément de reflux, on attend. Et je pense que même en phlébographie, on peut avoir ces phénomènes de spasmes où on se dit, mince, on a des grosses varices, mais on n'a pas de reflux, il se passe quelque chose. On attend un peu et le reflux réapparaît. Donc l'absence de reflux ne veut pas dire qu'il n'y a pas de varicocèle. Alors, les varicocèles droites unilatérales, on fait toujours attention, c'est dans la littérature, c'est 0,2% des varicocèles. Moi, ça s'est confirmé sur mes échographies. J'ai refait
toutes les échographies que j'ai fait depuis 2024 jusqu'au mars 2025. Et effectivement, j'ai eu 2 varicocèles droite unilatérales actives. Et c'est toujours sur des particularités anatomiques. Ou alors, donc j'ai eu un situs invertus, donc tout est inversé, et j'ai eu un cancer du rein. Donc, cancer du rein droit avec une thrombose rénale. Tout ça juste pour vous dire, attention aux varicocèles droites. Si vous voyez des comptes rendus avec varicocèle droite unilatérale de grade 4, grade 5, il se passe quelque chose. Il faut aller faire un scan, au moins une écho rénale. C'est vraiment, vraiment pas banal. Voilà, donc là, c'était le situs invertus. Après, il y a des profils de varicocèle sur les spermogrammes, et ça, vous connaissez. Et puis, on fait toujours attention au statut post-cryptorchidie. Les cryptorchidies qui ont été opérées ou non ont toujours des varices un petit peu lâches autour des testicules. Il y a un aspect un peu adhérentiel des testicules, où c'est des varices, mais qui ne sont pas forcément actives. Voilà. Donc, les varicocèles traités, il y a certains qui font des contrôles, d'autres qui n'en font pas. Les critères échographiques, souvent, il reste quelques varices résiduelles et qu'il ne faut pas positiver à tort parce que c'est habituel finalement. Et il n'y a plus de reflux. Les veines, elles ne s'élargissent pas en orthostatisme, elles ne s'élargissent pas en valsalva. On trouve un flux qui est physiologique dans le bon sens. Et donc aussi, on a des petits signes qui nous montrent que ça s'améliore. Les testicules vont se régénérer à minima, hein, ils augmentent de volume. Ça, c'est un critère que ça s'est bien passé. Et donc, il y a une régression de la déperfusion, de l'ischémie testiculaire en Valsalva. On voit entre les contrôles, il avait une déperfusion après embolisation ou chirurgie. Il n'y en a plus. Voilà. Donc, on fait, même quand on a voilà, un cas typique de varicocèle traité, des petites varices qui restent, on le met en orthostatisme, elles ne s'élargissent pas, il n'y a pas de reflux, tout est OK. Contrôle satisfaisant. Et puis, bah, ça arrive que par contre, il y ait des varicocèles significatives. Là, le calibre augmente de 3,4 à 4,2 mm. Et puis, on a un vrai reflux. On a un reflux en valsalva et spontané en orthostatisme. Voilà, en gros, la varicocèle en échographie. Comment on réfléchit sur la fertilité en sachant que c'est quand même très fréquent. Il faut toujours garder ça en tête et qu'on recherche bien à droite la petite varicocèle, bien que ce soit souvent à gauche. Euh, il faut qu'il y ait une classification, quelle que soit la classification qu'on vous donne, il faut la demander, mais il faut savoir de quelle classification on parle, parce qu'il y en a qui vont de 1 à 3, d'autres d'1 à 5. Mais bon, s'il y a une classification, c'est bon. Moi, j'aime bien être descriptif aussi dans mes conclusions. Je ne mets pas qu'un grade, parce qu'il y a différents types de grade 4, de grade 5. Est-ce que les varices sont très nombreuses, peu nombreuses? Donc, c'est bien aussi pour l'urologue de savoir et où on est, d'avoir une vision globale de la varicocèle. Et puis, les varices résiduelles post-embolisation, il faut faire attention à ne pas les positiver à tort, parce que c'est souvent des bons contrôles. Voilà.